On refait le Mac, le podcast, chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitslemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Tout d'abord, un immense merci aux 300 000 personnes qui se sont connectées pour notre direct. Pour suivre la spéciale iPhone 5 la semaine dernière en direct de Saint-Ouen. Merci à vous. Merci aux 24 000 personnes qui ont suivi du début jusqu'à la fin l'émission record battu pour On fait le Mac. De l'iPhone 5, nous allons en parler ce soir car ça y est, il est arrivé. Regardez comme il est beau. Mais tout de suite, plus de détails, c'est tout simplement dans le sommaire. L'iPhone 5 est enfin arrivé, plus fin, plus rapide, plus beau, il ne fait pourtant pas l'unanimité. Pointé du doigt par ses détracteurs, un design trop proche de l'ancien, l'arrivée d'un nouveau connecteur qui nécessite un adaptateur, sans parler de l'absence d'une fonction surprise qui fait d'ordinaire buzzer, à la star de Siri l'an passé. Alors, Apple a-t-il manqué d'ambition pour son iPhone 5 ? L'iPhone est-il toujours le meilleur smartphone du marché ? Bref, la fine équipe de Refait le Mac va faire le point sur le dernier bijou d'Apple pour tenter de répondre à une question toute simple. Faut-il acheter l'iPhone 5 ? Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitslemac.com, mais également sur le portail high-tech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCreate. Avec comme invité ce soir, ou comme chroniqueur plutôt, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier. Alors tu es où Cédric ce soir ? Dis-nous tout. À San Francisco, je suis arrivé un petit peu tard pour l'iPhone, c'est mal foutu quand même la vie. Ouais. Non, je suis là pour toute autre chose, pour Dreamforce, la grande conférence de Salesforce sur les réseaux sociaux, les entreprises et tout le reste, voilà. Et à San Francisco, il fait un temps, comment vous dire, il fait beau mais il y a du vent, c'est absolument horrible. L'été à San Francisco, c'est pas terrible. Oh pauvre garçon, c'est très très dur. C'est vrai qu'à Paris c'est meilleur là. Bref, il y a des chiffres qui se perdent. Autre chroniqueur récurrent dans Refait le Mac que vous connaissez bien, c'est cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué, alias Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Écoute, je suis ravi d'être là. On va parler de l'iPhone 5 alors que j'ai même pas encore reçu le mien. Mais pas tarder Monsieur X. Ouais, mais je l'ai étudié en long, en large et en travers comme on dit sur internet, donc je pense que je vais pas être déçu. Tu parles de ça, tu veux dire, c'est ça, cet étrange objet avec une ligne en plus maintenant, parce qu'il a un écran 16 neuvième. Comment fais-tu ? Ça doit être ton pouvoir magnétique. Ouais, ça doit être ça. Autre chroniqueur habituel dont Refait le Mac, c'est Rodrigo. C'est Paul Vela-Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier. J'aime beaucoup ton petit blouson en cuir. Il est très assorti. Alors, comme vous ne le sauriez pas, j'ai la crève ce soir, donc je grelotte de froid et je fonctionne, je cherche pour vous montrer les Doliprane, ils ne sont pas là. Donc normalement, il n'y aurait pas dû avoir d'émission ce soir. Donc voilà, on fait un effort. Tu as l'uniforme pour aller dans la mission. Oui, non, mais c'est Cédric qui est à San Francisco, c'est pas moi. Autre chroniqueuse que vous connaissez maintenant et que vous retrouvez régulièrement dans Refait le Mac, c'est Fanny Bouton de fanny'sparty.com. Bonjour Fanny, comment ça va ? Bonsoir Olivier, écoute ça va bien, j'ai pas encore mon iPhone 5 moi mais j'ai ma nano SIM qui est arrivée, regarde. Voilà, le nouveau format de carte SIM qui est adopté par l'iPhone, on va en parler ce soir. Et une nouvelle tête dans Refait le Mac, et une tête féminine, ça fait doublement plaisir, c'est Florence Centraux du quotidien Métro. Bonjour Florence, comment ça va ? Bonjour Olivier, ça va bien, ça va très très bien. Alors Florence, on t'a demandé de te joindre à nous parce que tu fais partie des rares privilégiés à avoir eu pendant une semaine l'iPhone avant sa sortie, l'iPhone 5. J'ai eu cette chance. Donc contrairement à nous, tu as eu vraiment du recul et le temps de le tester, de le pousser un petit peu à bout. Nous, on vient juste de l'avoir, donc c'est un peu juste. Donc on va essayer ensemble, si vous êtes d'accord, messieurs, dames, de passer en revue les points forts et les points faibles déjà de ce petit bijou. Alors, de l'iPhone 5, on va en parler ce soir. Et la première chose qui saute aux yeux naturellement dès qu'on l'allume, regardez, c'est évidemment son écran de 4 pouces, un écran LRJ de 16 neuvième. Alors, il y a deux philosophies qui s'opposaient sur le marché jusqu'à maintenant. C'est celle d'Apple qui restait bloquée sur un petit format, le 3,5 pouces, c'était le format original de l'iPhone. Et puis, le format, je dirais, beaucoup plus grand, on est monté jusqu'à 4,5
4,8, plus de 5 pouces dans le format Android, Cédric Florence. Apparemment, le discours d'Apple est de dire, si vous étiez à Londres la semaine dernière, tous les deux, Florence et Cédric, c'est de dire que voilà, on ne veut pas suivre la tendance de Samsung parce que trop grand, c'est moins confortable, on n'arrive pas à piloter d'une main. Ça tient ce genre de discours, franchement. Faut se souvenir, c'était un discours qui était tenu à l'identique au moment où ils étaient à 3 pouces et demi. Hein. C'était oui, mais regardez, la taille du pouce, etc. etc. Honnêtement, je sais pas, moi je suis sur un S3, là, la taille du pouce, c'est effectivement, là, vous voyez, pas forcément la même, mais avec le pouce, j'essaie de vous le montrer, mais on arrive presque à aller dans le coin supérieur gauche. Voilà, paf. Ils ont fait un choix qui est cohérent, qui est celui de dire on peut pas tout changer à la résolution de l'écran parce que ça va mettre une zoubia pas possible auprès des développeurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste rallongé l'écran. Les applications aujourd'hui, si elles sont pas changées, fonctionneront en laissant une petite bande noire en haut et en bas. Et puis quand elles seront adaptées, elles utiliseront toute la surface de l'écran. Ça permet de ne pas changer la résolution, la largeur en pixels de l'écran et de garder. Chez Apple, on aime bien le pixel perfect, on n'aime pas les trucs zoomés, etc., etc. Donc ils ont fait la chose la plus cohérente qui soit pour eux, et c'est normal qu'ils l'aient fait comme ça, et le résultat est pas mal. Simplement, en se contentant d'élargir l'écran. Florence, qu'est-ce que tu en as pensé au bout d'une semaine d'utilisation quasi intensive de cet iPhone 5 ? C'est clair que l'écran, l'écran plus grand, c'est pas la première chose qui va sauter aux yeux, loin de là. On l'oublie très vite et honnêtement, j'avais un iPhone 4S blanc et donc l'iPhone 5 blanc, et il m'arrivait plusieurs fois de me dire attends, j'ai lequel entre les mains, je fais pas trop la différence. Là où on voit plus la différence, en fait, c'est sur le contraste de la couleur qui est vraiment meilleur sur l'iPhone 5. Après, moi j'aime bien le 4 pouces, j'aime bien parce que effectivement j'ai testé rapidement le S3 et je le trouve un peu grand pour moi. J'ai un peu de mal à le mettre dans la poche, etc. C'est un peu compliqué. Je préfère les petits formats. Le discours d'Apple, il est clairement cohérent et c'est intéressant, ils font un vrai choix. Eux, ce qu'ils disent, c'est tout le monde peut faire un téléphone plus grand, c'est pas très compliqué. Mettre un écran plus grand, c'est à portée de tous. Par contre, faire un téléphone meilleur, qui soit plus efficace, pas forcément avec toutes les dernières technologies, mais super efficace, là c'est compliqué. Là, c'est là où on apporte notre valeur ajoutée. C'est intéressant. Alors, Monsieur X, je me peux tourner à Monsieur X pour lui poser la question. Ce souci, on le voit, puisque effectivement beaucoup de choses ont changé. Je vous les montre les deux. Vous avez le 4S et le 5 l'un à côté de l'autre. Et vous voyez bien que ce qui a changé de manière assez importante, effectivement, c'est le changement de connecteur. Alors, ce souci de gagner de la place, et puis aussi la micro SIM dont on va parler, la nano SIM dont on va parler tout à l'heure, ce souci de gagner autant de place, alors qu'il y a un maximum de place quand on enlève le capot du Galaxy S3, c'est vraiment un souci d'ergonomie chez Apple. C'est vraiment dans la tradition de la culture de l'entreprise, Monsieur X, ou c'est du flan? Non, Apple est sincère sur ce sujet. Hein. Ils ont la même ligne de conduite depuis l'iPod. L'obsession de Steve, c'était que le produit disparaisse dans la poche et qu'on se sente à l'aise avec et qu'on l'oublie. Donc c'est vraiment cette ligne-là qui se reflète dans cette nouvelle version de l'iPhone. Et c'est pour ça que le choix n'a pas été fait de faire un écran plus grand. Après, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est ça que les clients attendaient? Est-ce que c'est ça, entre guillemets, que le marché attendait? On va voir. En tous les cas, les premiers chiffres de vente sont plutôt un bon plébiscite. Bon, on verra sur la longueur. Mais c'est un vrai choix et c'est toujours ce qu'a prêché une fois de plus Steve. Le produit doit tenir dans la poche, il doit disparaître et on ne suit pas la concurrence en termes de fonctionnalité. On essaye vraiment de s'introspecter avec nous-mêmes et avec ce qu'on pense que les clients veulent. Ouais. Rodrigo, on a l'impression à écouter les critiques qui étaient nombreuses envers Apple et certainement pour certaines justifiées, qu'on reproche à Apple de ne pas suivre l'état de l'art du marché, à savoir sur des écrans beaucoup plus grands, de ne pas aller vers plus d'innovation. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu paradoxal de reprocher à Apple, quelque part, de ne pas copier le marché, de ne pas copier Samsung? Mais qui t'a dit que c'était l'état de l'art du marché? C'est moi qui pose les questions. Non, mais c'est parfait pour la fondue et la raclette, le Samsung S3. Non, plus sérieusement, Rodrigo. non mais plus. Savoir, on ne cherche pas à copier ce qui se fait dans mon Android, du moins sur la taille des écrans, même si ça grandit quand même. Il faut pas. Et suivre comme une tendance qui est évidente. Rodrigo. Ouais, enfin je suis pas convaincu de ça. La taille de l'écran, effectivement, on en a beaucoup parlé.
des gens trouvent ça très très chouette. Nous, on s'était battu pour dire que les développeurs auraient à gérer une nouvelle taille d'écran. Cédric en parlait à l'instant. Tu as vu, les applications Apple ont été elles-mêmes redéveloppées pour prendre plus de place, pour changer le calendrier, etc. Ça force les développeurs à gérer maintenant 3 versions avec l'iPad. Regarde, en même temps que iOS. tu parles, je montre qu'est-ce que ça fait concrètement. Je lance l'application, on refait le Mac. Il y aura une mise à Et jour. donc, ça veut dire... Vous voyez qu'en haut et à droite, en bas et en haut, vous avez, on va le faire, vous avez 2 barres noires qui correspondent à l'ancien format de l'iPhone, 3,5 pouces. Il faudra donc développer une version dédiée pour non seulement iOS, mais aussi pour l'iPhone 5. Ça va donner un petit peu de travail aux développeurs de l'Oudis qui nous font notre application. Excuse-moi, Rodrigo. Et donc maintenant, les développeurs iOS ont 3 versions à gérer. Ça rajoute de la complexité alors qu'Apple était quand même le chantre de la simplicité. Voilà, donc maintenant, pourquoi ils ont fait cette taille-là plutôt qu'une autre? Toutes les raisons sont bonnes, hein, ça tient pas dans la poche, c'est trop gros, ça ressemble à rien, on va pas faire comme les autres, ce que tu veux. Mais le côté dommage, c'est que ça change pas grand-chose et ça change beaucoup côté développeur. Alors, je vais me tourner vers Fanny Bouton, qui est notre vigie du net maintenant, chaque semaine. Est-ce que tu as des questions sur le Twitter d'On refait le Mac via l'hashtag ORLM, peut-être lié à l'écran ou pas d'ailleurs? On a perdu Cédric, il va revenir. Alors, je pense que Monsieur X a déjà un petit peu répondu, mais il y a FoxCity78 qui nous demandait si Apple stagnait vu les petits changements de design de l'iPhone 5, mais je pense que on a déjà plus ou moins répondu à la question. Il y a plutôt une autre question qui est posée par Gilles Simon qui demande à quoi servent maintenant les gigaoctets de stockage local quand tout est fait pour stocker dans le cloud. Ouais, enfin bon. iTunes Match n'est pas encore au point. Hein. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un exemple tout concret. Si vous voulez écouter de la musique, et là, ça va être on va enchaîner sur une autre question, sur un autre thème de l'émission. Si vous voulez écouter de la musique concrètement jouer avec iTunes Match sur une voiture, c'est pas possible. En tout cas, sur ma voiture, ça fonctionne pas avec les connecteurs dock, par exemple. Donc, il y a encore des progrès à faire. Et la mémoire, c'est vraiment très utile, notamment pour faire des photos, faire de la vidéo en HD, surtout en Full HD avec l'iPhone et les nouveaux modes maintenant de l'iPhone 5 avec le mode frontal. Panorama. Le mode panorama, donc de plus en plus on a besoin de mémoire au sein de l'iPhone, bien que le cloud arrive à grands pas, mais le cloud c'est pour la sauvegarde, c'est pas pour le rendu immédiat. Monsieur X peut-être. Oui, mais le fait est quand même, bon moi je suis d'accord, iTunes Match n'est pas au point et j'en fais les frais tous les jours, mais qu'il y a des alternatives efficaces, hein. Il y en a au moins 2, on sait, qui sont disponibles en France, Spotify et Deezer, et aujourd'hui... Et Qobuz, oui, on a reçu dans cette émission. Qobuz, oui, bien sûr, pour une meilleure qualité. Qobuz. Et quand on l'utilise aujourd'hui, Deezer ou Spotify, ça marche dans, je dirais, 95% des cas. Et la question du stockage, pour stocker de la musique sur son iPhone, là se pose. On y est quasiment à arrêter de stocker de la musique sur son téléphone. En tous les cas, si on habite dans une zone qui est bien couverte au niveau réseau 3G. Donc c'est plus un rêve comme ça l'était. Hein. La musique dans le cloud et uniquement dans le cloud, si on oublie la solution d'Apple, c'est quasiment une réalité. Si tu prends pas le métro. Hein. Et si tu prends pas l'avion. Oui, mais... oui, bon, oui. Voilà. Voilà, mais 95%, j'ai dit. Mais on sait que ça dépend aussi des réseaux 3G, que l'argument d'Apple aussi, c'est de passer la 4G avec l'iPhone 5, mais n'allons pas trop vite, sachant que la 4G, malheureusement, elle ne marchera pas en France, mais c'est vrai qu'il faut attendre aussi que des réseaux de téléphonie mobile data permettent de faire la chose. Je me tourne vers Cédric. Il y a un des premiers bénéfices, c'est ce dont on parlait à l'instant, autour de l'iPhone 5, c'est évidemment la taille de l'écran. Et le premier bénéfice de l'augmentation de la taille, c'est qu'il a pu considérablement s'affiner par rapport au 4S, que je vous montre ici. C'est vraiment flagrant. On le voit mieux sur la vidéo d'Apple qu'on va vous diffuser. Et surtout, il est beaucoup plus léger. Ça, c'était, souviens-toi Cédric, on en avait souvent discuté dans cette émission. 130 grammes, je crois. 112 grammes, merci. 112. Oui. Et donc, on avait essayé de se porter un petit peu dans l'avenir, souviens-toi Cédric, et une des inconnues concernant l'évolution de ce design qui était assez réussi de l'iPhone 4, c'est de se dire s'il grandit, il va peser de plus en plus lourd. Et en fait, ils ont réussi à le faire justement beaucoup plus léger, à tel point que lorsque je l'ai eu pour la première fois en main, je pensais même que c'était une version factice, tellement elle est plus légère.
On dirait presque un jouet tellement qu'il est léger par rapport à l'autre. Cédric, ils ont quand même réussi leur pari, à savoir rendre plus léger un design qui était assez lourd. C'était le principal défaut de l'iPhone 4. On l'avait déjà dit, s'ils gardaient le même design industriel, c'est-à-dire du verre à l'avant et du verre à l'arrière, en agrandissant la taille du smartphone, ils allaient se trouver face à un problème de poids, sans jeu de mots. L'iPhone 4 faisait près de 140 grammes, si mes souvenirs sont bons. Si on agrandissait, on peut pas avoir un smartphone de 160, 180, 200 grammes, c'est impossible. D'où le changement de matière à l'arrière de l'appareil. On est passé sur de l'aluminium, sur une feuille d'aluminium qui remplace le verre. C'est comme ça, c'est une performance. Ils sont arrivés à faire plus grand et plus léger. C'est la première chose qui frappe quand on le prend en main, c'est que non seulement il est plus fin, ça se voit, ça se sent, mais la légèreté est frappante pour quiconque a eu un iPhone 4 ou 4S dans la main avant. Alors Florence, est-ce que tu es d'accord avec l'habile et la remarquable, qui est le terme préféré, le préféré de Cédric, analyse de Monsieur Ingrand? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est effectivement quand on est sorti de la keynote, on se disait ouais sympa. Et tu le prends entre les mains, c'est l'effet Apple quoi. C'est ah ouais quand même. Au début on se dit mais c'est quoi, ils ont oublié de mettre la batterie, il manque un truc. Et effectivement il est vraiment super léger, super fin. Tu le mets dans ta poche et ça passe, tu l'oublies facilement. Et puis la finition qui est bluffante quoi. Faut aussi en parler, c'est que j'ai jamais vu un téléphone, un smartphone aussi bien fini. Honnêtement c'est magnifique. Alors on le verra mieux sur les vidéos, d'Apple, mais c'est vrai que je sais pas si vous le verrez là en mode macro sur la webcam, c'est pas génial, mais vous voyez qu'il y a vraiment un souci de détail, notamment le côté biseauté au niveau de ce qui était auparavant le contour qui servait d'antenne. Vous voyez là, il y a vraiment un souci de détail de finition. Là, Cédric, toi qui es vraiment le chantre d'Android dans cette émission, il y a vraiment Apple. Mais je suis le chantre de rien du tout. Faut arrêter de dire des bêtises. Je ne suis le chantre de rien. Je l'ai déjà dit. Je ne suis que le chantre de. Il est fier et si en ce moment. Et de fait, je l'ai dit. Allez, arrête. Tu es donc le chat. Non mais il y a quand même une Apple a quand même une longueur d'avance côté finition. Ce téléphone est le plus beau design industriel de l'histoire de la téléphonie mobile. Donc si tu veux, une fois qu'on a dit ça, le reste n'a pas d'importance. C'est le plus réussi, c'est le plus beau. C'est pas ça qu'on lui reproche rien sur son design intrinsèque. On lui reproche ce qu'il ne fait pas. Alors c'est injuste, mais la vie est injuste. Surtout, en fait, on reproche à Apple de ne pas faire ce qu'on attend. Surtout pour moi, je te rassure. C'est-à-dire d'aller défricher les usages avant les autres, ce que là, ils n'ont pas fait. Rodrigo ou Monsieur X, ce souci du détail, comment expliquer qu'aujourd'hui, Apple soit l'un des rares, comme c'est pas moi qui le dis, c'est Cédric, moi je dis rien, qu'aujourd'hui ce smartphone soit en matière d'état de l'art de production, de qualité de fabrication, de matière noble, c'est certainement l'un des meilleurs du marché, si ce n'est le meilleur. Comment expliquer qu'Apple qui parvienne comme ça à produire ce type de produits alors que la concurrence se concentre plutôt sur du plastique, souvent pour des prix qui ne sont pas forcément beaucoup plus élevés. On pense au Galaxy S3. Bon, moi Olivier, je pense que tu prends tes désirs pour des réalités. Hein. Oui, moi je suis chaud. J'aime pas spécialement le Galaxy S3 pour les questions d'ergonomie, mais le produit est extrêmement bien fini. Oui. Et je pense qu'il n'a rien à envier à l'iPhone 5. Après, il y a des options vraiment très différentes en termes de choix de matériaux qui sont faites. Pas tant du plastique, parce que le plastique c'est un peu péjoratif, mais des matériaux plus légers. Avec des alliages, oui, ça ressemble à du plastique, mais ça n'en a pas le toucher. Et puis Apple qui fait le choix vraiment d'avoir un produit avec ce nouvel alliage qui s'appelle le liquid metal, parce que ça leur permet de miniaturiser, parce que ça leur permet de bien évacuer la chaleur, parce que ça leur permet d'avoir un produit très rigide et qui en termes de fiabilité résiste très très bien dans le temps. C'est juste des options différentes, mais je crois que le souci de la qualité et une fois les options de design posées, il est présent chez Samsung, chez Apple, chez d'autres, et qu'un bon nombre de produits n'ont rien à envier à Apple. Après, il y a une question de choix chez eux et de goût et de couleur chez nous. Moi, je préfère ce produit en métal, mais je m'en lasserai peut-être à l'avenir. Rodrigo, au-delà de tu peux réagir à ce qu'a dit Monsieur X et Cédric, mais au-delà, une chose en tout cas, c'est que, je ne sais pas, Cédric et Florence qui étaient à Londres, s'ils vous en ont parlé, il semblerait, d'après ce qu'on a lu à droite et à gauche, que bien que le design soit très proche de celui de l'iPhone 4S et de l'iPhone 4, le côté en métal ne sont plus les antennes. Donc là, c'est purement de l'esthétisme, dirons-nous, ça n'a pas une fonction particulière. C'est pas évident, généralement, pour un téléphone, d'intégrer du métal. C'est aussi peut-être cette raison-là. Rodrigo, Cédric ou Florence qui veut répondre. Elle est longue ma question, mais je suis sûr qu'elle est très intéressante.
Le métal dans le téléphone, c'est assez compliqué à intégrer hein, parce que c'est pas très bon pour les ondes, tout simplement. Ouais, moi je vais pas te répondre là-dessus. Je vais te répondre à la question d'avant. Bon, j'ai 3 remarques. L'iPhone 3 était le plus beau téléphone de tous les temps, puis le 3GS était le plus beau téléphone de tous les temps, puis le 4 était, puis le 4S. Non. Vous esclaffez l'iPhone original. Vous esbaudissez d'exclamation. L'iPhone Le Edge tout est premier, très je suis joli. d'accord avec Florence. Le tout premier iPhone cadeau, était magnifique. Moi, je rêve de Le 3 et le revenir à 3GS. ce modèle-là. Le 3GS, il était assez Je suis banal. d'accord. Hein. C'est une coque en plastique. 3 et C'était du 3GS, le plastique. dos en plastique, Donc c'était vous pas dites, très réussi. ok, c'est le plus beau de tous les temps, et le 5S ou le 6 sera le plus beau de tous les temps, et le 7 aussi. Donc aucun commentaire. Le deuxième commentaire, si vous avez lu la bio de Joss par Isaacson et que vous revoyez l'émission qu'on avait fait avec Jean-Louis Fréchin, Apple concentre une R&D énorme sur le design industriel, sur les capacités à fabriquer tous ces téléphones à très grande échelle, au plus bas prix. Oui, donc on en avait parlé à l'époque, ils ont une usine miniature chez eux, donc ils doivent tester absolument tous les modèles de fabrication, et ils testent, ils itèrent, ils ont des prototypes, donc il y a un savoir-faire industriel extraordinaire chez Apple pour faire ça. Et le dernier point, ils ont tellement de cash qu'ils peuvent s'assumer d'aller acheter des capacités de production énormes chez des tiers, voire acheter des boîtes qui font les petits trous là par exemple sur les webcams, voire... ouais, enfin ça c'est de l'aluminium, hein, ça s'achète à la tonne. Ils ont une arme industrielle que les autres ne savent pas faire, qui est la préparation. Ouais, en plus c'est pas du liquide métal comme on l'a dit un peu vite lors du direct. Mais avant de donner la parole... Vous savez que dans les produits de grande consommation, il y a les bill of material, la BOM, et c'est vraiment ça s'optimise au centime près. Pour résumer ce que disait Monsieur X, Rodrigo concernant la capacité de production, tout ce qu'ils ont dans le labo de design, en fait ce que vous voyez dans la vidéo de présentation de l'iPhone 5 ou l'iPhone 4S auparavant, c'est pas les usines d'Apple, c'est le labo de design d'Apple qu'on voit, ce qui sert à produire. Donc voilà, on voit pas les petits Chinois qui travaillent, bref, passons. Monsieur X. Bon alors désolé pour le liquid metal, j'ai été induit d'erreur par notre précédent épisode. Bon, il y a autre chose qui est très très simple à comprendre aussi. Quand HTC ou Samsung ou d'autres mettent leurs développeurs et leurs concepteurs sur 10, 20, 30, 40 modèles dans l'année, Apple concentre toute son équipe sur un modèle. Donc ça serait quand même dommage. Voilà une remarque fort pertinente. Voilà, ça serait quand même dommage qu'ils foirent la conception. Hein. Donc ça fait une grosse différence, mais c'est un choix. Ils sont un peu engueulés. Mais c'est un choix stratégique d'entreprise qui est extrêmement risqué. Donc en même temps, c'est plus facile parce qu'ils ont plus de monde sur un produit, mais c'est un gros risque et ce risque, ils l'assument plutôt bien et crânement quand on voit le résultat. Alors, du design, parlons-en. Il y a eu aussi une réaction, pas mal de déception autour de ce design. Vous étiez avec nous en direct la semaine dernière pour commenter l'arrivée. Beaucoup de gens le reprochent au manque d'originalité. C'est vrai que dans d'autres marques, il y a des designs qui sont plus audacieux et que c'est vrai que quasiment à chaque génération, on l'a vu pour Samsung et son Galaxy, on peut se permettre de casser les codes. Là, chez Apple, on reste dans la tradition et dans le design. Un iPhone 5 ressemble à un iPhone 4, ça reprend le même code, le contour en alu, le verre devant, bon là il y a l'aluminium, mais on retrouve, voilà. Donc en clair, un iPhone ressemble à un iPhone. Alors, il y a eu pas mal d'explications qui étaient fort intéressantes sur les réseaux sociaux cette semaine, notamment sur Twitter et sur Facebook. Je vous invite à regarder cette image, qui est une image de l'évolution des différents modèles des Porsche depuis la première Porsche 911 jusqu'à la dernière. Il y a une analogie qui est faite avec l'iPhone où on voit une évolution, où on a créé une signature, qu'on a créé un style, on a créé une marque, un design un petit peu intemporel. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, avec cette analyse? Je me tourne vers Rodrigo qui est un grand fan de Porsche. Rodrigo. Que veux-tu que je te dise sur les Porsche? Non, mais la Porsche 911, on ne reproche pas à Porsche de casser le design tous les ans, quoi. C'est vrai. Pourquoi reprocher à Apple d'essayer de construire et d'installer une identité de marque? Si, on leur a reproché quand même, si je peux parler un petit peu technique. Il y a quelques marques dans le monde qui suscitent l'admiration de leurs utilisateurs, possesseurs, etc. Tu vois, Leica en fait partie, Breguet, Apple, Porsche, etc. C'est une vraie communauté et c'est ces utilisateurs qui en font le marketing de manière extraordinaire. Première chose. Deuxièmement, Porsche est la voiture la plus rentable de tous les temps. Tu vois, il y a quelques analogies avec Apple intéressantes. Le design original de 911 a évolué petit à petit et chaque année, chaque nouvelle
type de carrosserie, qui sont en gros tous les 10 ans, il y a une petite évolution. Tantôt on rajoute ci, tantôt on rajoute ça, on allergie, on change, etc. C'était une évolution en douceur. Sauf cette 996 ignoble où ils ont mis les phares de la Boxster, c'est-à-dire qu'une voiture qui coûtait moitié prix avait une identité à elle et elle a été mise sur le haut de gamme. Marché. Donc les gens qui achetaient, les gens qui avaient le haut de gamme, ils voulaient avoir le haut de gamme, ils voulaient pas avoir le truc entrée de gamme. Donc ça a complètement brouillé les codes de la marque sur la voiture. D'ailleurs, vous pouvez en acheter une pas très chère, 996, personne ne l'aime. À cause de ça, et sur la 997, qui est la carrosserie actuelle, on est revenu sur les phares ronds originaux, qui sont un peu plus allongés par rapport aux phares de la 993, qui est très chouette. Mais juste pour terminer, les codes de la marque sont extrêmement importants. Qu'est-ce qu'on véhicule comme bénéfice perçu par le consommateur final? C'est extrêmement important pour pouvoir vendre un produit premium. Alors avant de passer la main à Fanny pour faire un petit tour des questions Twitter sur les réseaux sociaux et sur l'hashtag ORLM, Florence, toi qui l'as eu en main, on perçoit véritablement la différence, elle est vraiment frappante quand on a en main entre l'iPhone 4S et l'iPhone 5. Oui, c'est uniquement quand on l'a en main. Je me suis, je l'ai eu une semaine, j'avais pas trop le droit de le montrer, même pas du tout le droit de le montrer à quiconque. T'aurais pu nous l'amener avant. Désolé. Mais je me suis quand même, évidemment, je l'ai utilisé dans le quotidien, donc je le sortais, dans la rue. Manteau. Dans la rue, au bureau, etc. Et honnêtement, personne ne m'a dit on remarque pas que c'est le nouveau. Même le dos à l'arrière, surtout la version blanche. La version noire, c'est un peu différent, mais la version blanche, à part un petit peu d'aluminium, mais qui se remarque pas, c'est la même chose. C'est sans doute ça aussi qui va gêner certains acheteurs qui voulaient montrer qu'ils avaient un iPhone 5 et donc avoir un design différent pour pouvoir frimer. Et là, c'est pas tellement possible parce qu'effectivement, il ressemble beaucoup aux précédentes versions. Fanny, est-ce qu'on a des petites questions concernant le tweet Ouais, on a deux petites questions. On en a une de Narbru qui demande si... alors il dit, pensez-vous que la recharge sans fil, donc plus de connecteurs du tout, n'est pas une décision radicale que Steve aurait lui-même prise? Moi je pense tout simplement que la techno elle n'est pas vraiment au point et donc que Steve n'aurait pas pris cette décision-là. Soit ils introduisent des technos matures, soit ils introduisent des technos qui maîtrisent de bout en bout. Or, la techno-batterie, c'est pas Apple qui la maîtrise et le rechargement non plus. Donc, ils vont attendre sur cette techno-là qu'elle ait fait ses preuves. Et puis après, peut-être qu'ils s'y mettront. Voilà, c'est comme pour la 3D par le passé. Apple s'est absolument pas excité sur le sujet parce qu'ils trouvaient pas véritablement qu'il y avait une valeur ajoutée, puis qu'ils maîtrisaient pas la technologie, qu'ils n'étaient pas en pointe. Donc ça viendra, mais voilà, il faut que ça soit un peu plus costaud. Surtout qu'accessoirement, Monsieur X, il y a une rente liée à ce connecteur. On va en parler des connecteurs qui fâchent, puisque le Made for iPod, ça rapporte des sous à Apple. Le sans-fil, la charge par induction, c'est moins évident. Bon, le AirPlay, oui, il y a aussi une licence, mais voilà, donc c'est aussi la principale raison. Elle est aussi certainement économique du côté d'Apple pour justifier de garder un connecteur. Alors parlons de ce connecteur. Tu l'as eu en main, Florence, un long moment. Est-ce que tu as eu l'occasion de le brancher? Est-ce qu'Apple t'avait fourni? Je l'ai encore. Voilà. Alors, parlons déjà des bénéfices. Donc apparemment, il est plus petit, il est plus compact. Souci de gagner de la place pour Apple. Voilà, il peut se brancher des deux côtés. Voilà, on se trompe pas parce que c'est exactement la même chose d'un côté comme de l'autre. Donc on peut le brancher, il y a aucun souci. On n'a pas regardé si c'est vers le haut ou vers le bas. Ça marche à chaque fois. Ouais, pour noir, c'est pratique. Bon. Oui, c'est un petit truc. Est-ce qu'il y a un bénéfice de mémoire, même si on était en direct, c'était parfois un peu compliqué de te suivre. Phil Schiller a insisté beaucoup sur le nom de ce nouveau connecteur, Lightning. Au sens que c'était plus rapide. Est-ce que tu as trouvé que c'était plus rapide? Pas la charge, mais les transferts éventuellement avec iTunes. Non, honnêtement, j'ai rien ressorti de plus rapide. C'est pas, je crois pas que ce soit de l'USB 3 en fait. Je crois que c'est encore de l'USB 2 en fait. Donc voilà, c'est pas ça qui va faire la différence. En recharge non plus, j'ai pas eu une recharge hyper rapide. J'ai pas constaté d'effet super important. Après, effectivement, ça leur permet de gagner de la place, ça leur permet aussi effectivement de forcer à racheter pas mal d'équipements. Des docks et autres. Alors, est-ce que tu as constaté justement des différences de connexion? Est-ce que vous êtes amusé, à moins qu'Apple ne vous les ait pas fournis, je n'ai pas encore l'adaptateur non plus, est-ce que vous avez essayé de le brancher sur pas mal de docks du marché pour voir s'il y avait
éventuellement un problème logiciel, parce qu'il y a le matériel Ouais. et de l'autre, il y a le logiciel. Apple nous a pas prêté malheureusement l'adaptateur. D'accord. Parce que je pense qu'effectivement il va y avoir quelques petits soucis avec ça, hein. Ça va pas marcher sur tout et ni pour toutes les fonctionnalités en fait. Moi, je suis persuadé, pour l'avoir vécu sur d'autres technos, comme la disparition du lecteur de disquette, hein, ça remonte assez loin, ou d'autres choses comme ça chez Ah Apple, ouais. qu'il n'y a, Ah ouais. il y a pas d'intention maligne chez Apple là-dessus. Donc l'intention première avec ce nouveau connecteur, c'est pas de dire on va se régaler, On va se tout goinfrer. le monde va racheter des accessoires. Non, il y a Se goinfre vraiment... Ce n'est déjà. pas de, ce Ouais. n'est pas d'obsolescence programmée en clair, monsieur X. d'après Non, vous. pas pour moi. D'après toi. Il y a une vraie On va rapprocher que vous volonté. voyez. Il y a une vraie volonté avec ce nouveau connecteur, certainement d'innover. Et bon, l'innovation qu'on voit dans ce connecteur, on l'a dit, c'est la miniaturisation. Les autres sautent pas vraiment aux yeux. Moi, je pensais qu'il y aurait une charge plus rapide. Apparemment, c'est pas le cas, donc je suis un peu déçu. Non. Et puis de l'autre côté, c'est aussi une volonté. Parce que maintenant Apple est en position assez forte sur le marché des smartphones, eh bien de loquer cette technologie du connecteur. Et avoir ce connecteur propriétaire qui est quasiment un standard de facto, c'est comme s'ils avaient un gros brevet. Ils contrôlent donc leur technologie, ils contrôlent le marché des accessoires, et aussi ils peuvent faire payer une guelte à l'entrée. Mais la motivation première est plutôt l'innovation, et on verra peut-être dans ce format arriver des choses qui nous sembleront fantastiques dans les générations à venir, charge rapide et autres fonctionnalités. Voilà, donc c'est, je pense, un format en attente de nouveaux usages. Peut-être que c'est peut-être ce créneau-là, ce point de faible d'Apple, qui est aussi un point fort d'avoir une telle base installée avec ce connecteur. C'est peut-être là où la concurrence, messieurs, dames, peut vraiment marquer sa différence et miser sur des technologies innovantes et émergentes qu'Apple hésite aujourd'hui à utiliser dans ses produits, n'est-ce pas, Cédric? Moi, il y a deux choses que j'attendais dans le nouvel iPhone, de nouvelles technologies, mais nouvelles, pas au sens de nouvelles, au sens de déjà vu ailleurs et qu'on aimerait bien voir dans un iPhone. Il y a le NFC, la recharge sans fil. Bon, je vous la fais rapide. Alors, je vois des analyses, j'étais absolument atterré de lire le papier dans le Wall Street Journal de Walt Mossberg qui fait le test de l'iPhone 5 et qui dit bon, il n'y a pas de NFC, mais c'est pas grave parce que le paiement mobile c'est encore fuck. En tout cas, ça a le mérite d'être clair, mon cher Cédric. Autre point qu'il est nécessaire d'aborder ce soir, et c'est vrai qu'il n'est pas très clair. Il y a encore un flou sur ce point-là, Florence, parce que personnellement, je ne sais toujours pas quelles sont vraiment les caractéristiques de la puce, la puissance de cet iPhone. On a cru pendant un temps que c'était une puce quadricœur. C'est ce qu'Apple a laissé entendre lors de la keynote. En fait, il semblerait plutôt que ce soit une puce bicœur. Ouais. Cette fameuse puce A6, ça reste quand même assez flou. Phil Schiller sur la scène du Moscone, enfin de San Francisco, j'oublie toujours le nom de cette scène. Yerba Buena. Buena Merci. Center of the Arts. Merci. Avait résumé la situation comme étant 2 fois plus rapide. Alors, on en est où? Est-ce que vraiment aujourd'hui l'iPhone fait partie du peloton de tête des smartphones les plus rapides, sachant qu'en face, le concurrent direct, le Samsung Galaxy S3, lui adopte une puce quadricœur. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Florence, déjà? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette puce si tu as des infos? Alors déjà au ressenti c'est plus rapide, hein. L'effet 2 fois plus rapide, je sais pas si on y arrive, mais plus rapide ça c'est très très clair. Le lancer des applis, utiliser Siri et surtout l'appli Plan Maps de cartographie, c'est impressionnant comment ça va vite. Après effectivement la puce A6 c'est sans doute du double cœur. Mais ils arrivent pourtant à avoir un niveau qui est quasiment égal à du quadricœur et ça on sait pas trop comment. Sans doute l'intégration de la puce qui est super bien faite avec tous les autres composants. Mais il y a eu des benchmarks qui ont été faits ces derniers jours et on a vu que l'iPhone 5 et je faisais quasiment jeu égal avec un Galaxy S3 qui utilise la toute dernière version d'Android, la version. Alors, les chiffres, je les ai devant les yeux et puis on balancera le panneau au montage. Donc, effectivement, il y a un benchmark JavaScript sous SunSpeeder a montré que la 6 était très rapide. Sur 25 smartphones passés au banc d'essai, le navigateur de l'iPhone, donc Safari, de l'iPhone 5 obtient le meilleur score, soit 914,7 millisecondes. L'iPhone 5 serait le premier à descendre sous la barre symbolique des 1000 millisecondes. Il faut rappeler que le GS3 est 3e et l'iPhone 4S, lui, est 17e. Par contre, si on fait
d'autres tests, d'autres bench, mais les bench, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, Cédric. Notamment sur Geekbench, le Galaxy 3 serait loin devant. 1743 contre 1601 pour l'iPhone, mais c'est vraiment à l'usage, Cédric, qu'on verra vraiment la différence. Oui, et puis tu vois, il y a des trucs, il y a des applications sur lesquelles ça va se voir. C'est surtout sur ce que ça permet de faire, sur les nouvelles applications que ça permet d'installer. Je pense aux jeux, par exemple, parce que là, c'est des choses où les différences de performance se voient immédiatement. Pour le reste, tu vas avoir une impression de rapidité, en tout cas au début, surtout quand tu as un device tout neuf et tu n'as pas de plein de fichiers, de machins d'applications, de trucs qui pompent ta mémoire. Mais voilà, c'est vraiment juste une impression de rapidité, ça change pas grand-chose. Je suis assez d'accord sur le fait que les bench, ils donnent une idée générale. Tu vois que, parce qu'en plus des bench, il y en a une dizaine de différents, ça donne une idée générale des performances relatives des smartphones les uns par rapport aux autres. Et de fait, le 5, il va vite. Il y a pas, mais le 4 et le 4S, elle a déjà vite. Enfin, c'était déjà un téléphone très agréable à utiliser. Enfin, Olivier, si je peux rajouter un tout petit mot un peu technique, tu me pardonneras. Ce processeur A6 reste quand même un mystère. Moi, je suis un mystère total, un article qui, pour moi en tous les cas, fait référence, qui est l'article en anglais sur la version anglaise de Wikipédia. Donc il y a quelqu'un qui a fait un article sur la famille des processeurs Apple, qu'il suit depuis très longtemps. Ça s'appelle Apple AX, l'entrée sur Wikipédia en version anglaise. Et au fur et à mesure, on voit les spécifications qui apparaissent au fur et à mesure de leur recherche. Et pour eux, aujourd'hui, en tous les cas pour la personne qui alimente cet article sur Wikipédia, on ne peut pas parler pour le processeur de double cœur ou de quadricœur ou de multiple cœur. Leur conclusion, et il y a un article accroché que vous pouvez aller voir d'un site technologique américain, ils disent que c'est une technologie custom qui s'appelle le Custom Cortex A15. Vous pouvez aller voir en détail de quoi il relève, mais en gros, Apple propose une architecture qui lui est assez propre aujourd'hui, dont effectivement le seul bénéfice, et on le verra à l'usage, est d'être plus rapide. Mais même si on regarde dans cet article la spécification de la partie graphique de cet ensemble, on voit que sur le papier, les spécifications sont moins bonnes. Dans les faits, à l'usage, elles paraissent meilleures. Donc ça reste un petit peu le point de secret de cet iPhone. Alors là, je suis en train de m'amuser avec Plan. Effectivement, évidemment, Plan ne couvre pas en 3D, Florence, l'ensemble de la planète, malheureusement. Non, mais vous pouvez aller à Londres, à Rome, à New York, Seattle, Paris, c'est pas encore. Mais Paris, c'est pas encore. C'est pour ça que j'ai pris New York. Mais c'est vrai que ça va assez vite. Et sous iOS 6 sur le 4S, c'est pas aussi réactif. Moi, j'avais essayé sur la bêta. Je suis pas encore passé à iOS 6 sur le 4S. C'est assez bluffant. Je voudrais juste rajouter un dernier mot, Olivier. Oui, j'espère que cette voie qu'emprunte Apple sur les processeurs est une bonne voie, si tu veux, en dérivant un petit peu de l'architecture ARM standard, et qu'on ne se retrouvera jamais dans ce dilemme que j'ai connu quand j'y étais, à savoir on avait des processeurs IBM, tout le monde était en Intel et on passait notre temps à justifier la différence alors qu'elle n'était pas si évidente que ça. Donc j'espère que Apple c'est ce qu'il fait. À la différence, Monsieur X, que cette fois Apple est le maître d'œuvre et le designer du processeur, c'est-à-dire que le processeur est dessiné. Et c'est ce que disait un petit peu en filigrane tout à l'heure Florent, c'est désigné vraiment pour répondre aux besoins essentiels du téléphone et conçu sur mesure, alors que les téléphones de la concurrence, les processeurs de la concurrence, sont entre guillemets des processeurs génériques qui répondent à tous les besoins. Mais c'est vrai que... Ils n'avaient pas acheté une boîte d'ailleurs, il y a 2 ans ou 3 ans. Ils en ont acheté 2, mais Olivier, on va être sérieux. Je pense que les processeurs de la concurrence, c'est celle-là. pour faire quoi, des frigos et des tondeuses. Enfin, franchement. Voilà. Mais encore une fois, ils ne produisent pas la puce. Mais d'ailleurs, là, ça va être un long feuilleton. Ah, il parle encore, Cédric. Ça va être un long feuilleton. Parce qu'aujourd'hui, pour savoir qui va fabriquer cette puce, parce que l'un des principaux artisans de fabrication de la puce d'Apple pendant longtemps, c'était Samsung. Alors, on parlait de la puissance, on va parler de l'autonomie. C'est le revers de la médaille. On l'a vu souvent avec l'iPhone. Au fur et à mesure qu'il monte en puissance, l'autonomie diminue. Surtout que l'écran s'agrandit. Qu'est-ce que tu en as pensé, Florence, durant cette semaine intensive d'utilisation pour Metro ? Pas déçu, pas bluffé, pas déçu. Ça reste correct. L'écran a pris de la place, plus de place, donc on aurait pu penser que ça allait baisser un peu. Non, ça marche bien. J'ai pas vu non plus d'amélioration. Ils annoncent une amélioration. On passe de 6 à 8 heures en vidéo, je crois.
c'est pas, j'ai pas eu les problèmes de batterie qu'il y avait au départ du 4S par exemple. Mais voilà, on reste dans les mêmes créneaux. C'est le truc qu'on attend de n'importe quel fabricant de mobile, c'est qu'enfin ils nous trouvent la solution d'autonomie. Là, quoi qu'il arrive, on tient la journée. Enfin, c'est difficile quoi. En l'utilisant vraiment. Tu tiens la journée, ce qui n'est pas toujours évident sur le. Non. En usage intensif, tenir une journée, c'est pas tout le temps. Alors, quoi qu'il arrive. Les chiffres officiels d'Apple sont exactement annonce sur son site Apple 8 heures en mode navigation 3G, 8 heures en conversation téléphonique et 10 heures en lecture de vidéo. Et ça ne veut rien dire. Voilà, je crois qu'on était à 8 heures en vidéo et on passe à 10 heures, mais ce que je peux dire, c'est que voilà, la batterie, c'est à peu près comme ce qu'on avait avant, quoi. On reste dans les mêmes autonomies. D'accord. Alors il y a un site qui a essayé, qu'il a eu quasiment en même temps que toi, c'est 01net. Et ils ont eu beaucoup de chance. Et ils estiment que là, par contre, ils sont assez sévères envers l'autonomie de l'iPhone 5, notamment comparé au Samsung. Il ferait beaucoup mieux, selon 01net, le Samsung que l'iPhone 5. En mode conversation, donc ils ont testé l'iPhone 5, il tiendrait 6h30 contre 13h20 pour le Samsung Galaxy S3. Moi, personnellement, j'ai jamais atteint ce score-là, mais pourquoi pas. 6h25 pour le Galaxy S3 en 3G, Surf 3G, 4h30 seulement, entre guillemets, pour l'iPhone 5. Et enfin, ex-aequo en mode lecture de vidéo avec 9h30 au compteur, donc pour la lecture de film. Bref, en résumé, l'iPhone 5 serait juste un petit peu meilleur ou équivalent à l'iPhone 4. Enfin, Olivier, il y a un truc qui trompe pas. Hein. Apple, quand ils sont les meilleurs, ils adorent jouer les coqs et faire « Ouh, on a des benchmarks qui sont super bons. » Donc à chaque fois qu'ils peuvent sortir un bench plus ou moins bidon, plus ou moins vrai, plus ou moins fait dans les coins avec telle appli, que ce soit sur les Mac, les iPhones, les iPads, ils te présentent pendant la keynote en pleine bourre comme ça. On est 4 fois plus rapide que Nvidia, on est 12 fois plus rapide que Samsung. Là, la partie benchmark a présenté Phil Schiller, ça a été une slide 3 secondes en disant on va être en gros 2 fois plus vite sur les mêmes applis. Allez, hop, slide suivante. Donc ils n'ont pas grand chose à dire sur le sujet. Maintenant, c'est un des paramètres du choix de votre prochain téléphone, donc c'est peut-être pas non plus l'essentiel. Avant de parler de l'appareil photo numérique, et je pense que Rodrigo aura des choses à dire, un petit tour du côté des questions Twitter sur les réseaux sociaux. Twitter, si Fanny a une petite question de côté. Il en reste une encore. Pourquoi l'iPhone 5 de 32 Go coûte 2 bras en France et seulement $399 aux US? Vol en bande organisée des opérateurs français ou pas? Alors, il faut savoir une chose d'abord, c'est que ce n'est pas les opérateurs qui fixent le prix, c'est Apple. Donc, on va se calmer, messieurs. Par contre, on peut se poser la question si Apple ne se sucre pas sur le dos des Européens, monsieur X. Ah bah écoute, j'ai pas encore fait mon petit tweet ou le tweet que je fais à chaque sortie qui s'appelle « Quel est le couillon qui paye le plus cher ?» mais je vais bientôt le faire. Voilà, j'ai un petit simulateur Excel qui date de l'époque où j'étais chez Apple et qui compare automatiquement en hors taxe, en TTC, les prix des produits vendus aux États-Unis et les prix des mêmes produits Apple vendus en France et en Europe pour voir la différence, en fait, ce que j'appelle réelle, la différence en termes de pouvoir d'achat. Et l'écart reste en général à peu près de 20% aujourd'hui et en défaveur de l'euro, bien que l'euro soit quasiment à 1,30 par rapport au dollar. Alors pourquoi ? Parce que Apple dit prendre une provision financière pour se protéger des variations de change euro-dollar, première chose. Deuxièmement, Apple dit faire payer un peu plus les Européens parce qu'il y a des coûts de localisation. Donc là, on commence à rigoler quand on voit l'épaisseur du manuel. Hein, et puis troisièmement... surtout les Français. Ouais, après, c'est un prix relatif du marché et il n'y a pas qu'Apple qui fait ça, les autres marques le font. Donc Apple estime que c'est le bon prix en Europe, c'est 15 à 30% plus cher qu'aux États-Unis selon les produits. Ça marche, et on va continuer comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'explication tellement légitime sur cet écart fort. Donc on est un petit peu les cochons payeurs en Europe. En tous les cas, moi c'est ce que je pense et que j'ai expérimenté. Bien, Cédric a rejoint cette bulle juste après qu'on ait parlé. J'ai juste un dernier truc, Olivier. Oui, excuse-moi, je suis trop bavard. Pourquoi le 32 Go vous paraît plus cher que le 16 Go et le 64 Go proportionnellement à leur taille de stockage ? Ça, c'est simplement
une réflexion marketing simple chez Apple. Ils pensent a priori que le 32 Go va être le produit le plus vendu. Donc c'est celui qu'ils mettent relativement le plus cher. Hein. Si vous faites le rapport prix giga, c'est celui qui est le plus cher. Mais comme c'est supposé être celui le plus vendu, c'est là qu'on va faire le plus de bénéfices, donc on le surtaxe un petit peu. Alors, l'autre avancée, je ne sais pas si on va vraiment parler d'avancée, parce qu'en termes de spec pur, ça ne change pas. C'est regardez, quand on appuie sur ce petit bouton, c'est l'appareil photo. J'ai essayé l'appareil photo numérique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? D'abord, un petit mot, Florence, et je me tournerai après vers Rodrigo, qui s'est certainement intéressé à cet appareil photo, parce que c'est sa marotte. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une révolution par rapport au 4S. Non, c'est pas une révolution. Par contre, c'est effectivement ce qui est sympa, c'est le mode panorama. Alors, je vais vous le faire en direct. Vas-y, hop. Je photographie et on montrera en montage. Le mode panorama qui fonctionne bien, je l'ai même testé sur une plage avec donc des vagues qui bougent. La rédaction, et ça a marché très bien. J'ai pas eu de saute dans la photo. Ça a parfaitement fonctionné. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand on est en train de faire une vidéo, on peut prendre des photos en cours de film. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, ils nous ont annoncé des améliorations en basse lumière, un meilleur traitement de la photo. J'ai pas été bluffé par ce nouveau traitement de la photo. L'iPhone 4S prenait déjà des très bonnes photos. L'iPhone 5 en prend aussi des très bonnes. Pour un smartphone, franchement, ça remplace largement un compact. Alors voilà ce que ça donne. Hein. Vous le verrez mieux au moment du montage, mais là, je vous le montre live. J'ai fait un 300. Alors, est-ce qu'on voit Monsieur X? On le voit un petit peu, mais on le cachera. Voilà, ça marche assez bien. Bon, ça d'un autre côté, Rodrigo, le panorama, c'était une fonction qui existait déjà sous forme applicative. Est-ce qu'on peut exporter en film, Olivier? Est-ce qu'on peut exporter en film? Non, c'est pas du QuickTime VR, c'est une photo. Bah voilà, zut crotte, caca boudin. Rodrigo, ta réflexion concernant le mode panorama, l'appareil photo, apparemment il y a des progrès qui ont été faits pour la gestion de la basse lumière. C'était une grosse critique que tu faisais jusqu'à maintenant autour de l'iPhone, notamment l'iPhone 4, que tu vas certainement changer bientôt. Et que je vais certainement pas changer bientôt. Mais regardez la semaine dernière, moi je vous dis que bof, quoi. Ce nouvel iPhone 5 pour moi, bof. Mais non, mais écoute, si je veux faire de la basse lumière, regarde, je fais ça. Ah ouais, d'accord. C'est pas mal. Et il a mis tous ses sous dans son Leica, forcément il a plus de sous. Attends, mais c'est l'objectif le plus lumineux au monde qui ouvre à 0,95. Vas-y Apple, essaie de battre le fait. Attendez, le vrai breaking news de la semaine, je pense que Rodrigo... mais j'ai résolu mon problème. Après, je vous raconterai le fuck my life de l'Ethernet sur USB du MacBook Air. Qui marche pas quand on branche autre chose sur l'USB du MacBook Air. On va comprendre. Sauf qu'en fait maintenant j'ai trouvé la solution, donc je vais pouvoir aller faire Genius comme métier. Et le vrai breaking news pour Rodrigo cette semaine, c'est la petite info sur Leica qui va faire un téléphone. Oui, avec Hive. Leica va faire un téléphone, ce serait un vrai breaking news. Ouais. Mais Leica qui va faire un appareil photo designé par Johnny Ive. Je sais pas si Rodrigo a vu ça. En série très très limitée. Bah, évidemment, mais il va faire un numéro, un exemplaire pour lui-même. Et moi aussi, si tu veux. Donc, il sera vendu aux enchères, donc tu auras ta chance. Oui, non, mais bon, c'est une news. L'appareil photo d'Apple, il est de mieux en mieux, il sera de mieux en mieux. Ah, quand même. Il est déjà très bien sur le 4, mais je l'ai déjà dit tellement de fois, il est déjà très bien. Comment on regarde pas la même émission en pleine lumière. En pleine lumière, il est très bien. En basse lumière, il est très nul. Le 4S est meilleur. Le 5, il sera meilleur. Je ne l'ai pas testé. Il est plus léger. Ils ont fait un ensemble, c'est avec 5 lentilles. Il est plus petit. Voilà. Tout le reste, c'est du logiciel. Alors, dans le logiciel, il y a un réducteur de bruit, il paraît. Le panorama, c'est du gimmick, c'est du soft. Tant mieux. Il y avait au moins 2 ou 3 solutions qui le faisaient déjà. Bon, c'est très bien, ça le fait en natif, ça va le déployer, plus de gens s'en serviront, tant mieux, super. Juste un mot, Cédric, par rapport à toi qui utilises depuis des mois maintenant le Galaxy S3, en termes de photos, il n'y a pas vraiment de différence avec le S3, franchement. J'avais fait beaucoup de photos avec l'iPhone 4, moins avec le 4S. Non. Moi j'ai senti une vraie différence entre le 4 et le 4S. On s'est amusé avec. Oui, clairement. Oui, tout à fait. Rodrigo. Mais là, bon. Non, j'étais content avant. Je suis pas mécontent aujourd'hui. Donc voilà. Alors, et là aussi, le panorama, c'est un truc qui existait depuis. Ouais. Alors c'est dommage qu'on devait avoir Emmanuel Pampuri dans cette émission, comme il participe maintenant depuis quelques semaines, devait nous en parler, mais on a eu un petit souci technique, donc il n'est pas avec nous ce soir. Alors il y a quand même une bonne surprise. Oui, un petit mot, Florence, pour conclure, vraiment, parce qu'on est en retard. Ouais, c'est juste pour dire qu'il y a un truc qui est
pas mal qui s'appelle le PhotoStream, qui permet donc de mettre ses photos dans un flux et de les partager avec ses amis, ses proches. Et donc c'est automatisé et ça c'est plutôt bien fait. Et en plus on peut commenter, chacun peut commenter, liker la photo. C'est pas du Facebook ou quoi que ce soit, c'est intégré dans le système et c'est du partage et c'est plutôt bien fait. Mais ça, c'est iOS 6, hein, c'est valable aussi pour les anciennes versions. Bien Alors, sûr. parlons quand même, avant de parler de la plus grosse déception de ce téléphone, de la bonne surprise, Florence. Et tu vas nous montrer la bonne surprise, qu'elle est, je crois, dans la boîte, cette surprise. Exactement, c'est là. Vous voyez. Alors, mais qu'est-ce que c'est donc? C'est les écouteurs. Les écouteurs qui sont... Alors, heureusement, ça y est, ils ont fini par comprendre que ceux qu'ils avaient avant, ils étaient vraiment pas bons. On peut dire qu'ils étaient carrément merdiques, on peut dire, ouais. Je ne suis pas vulgaire. Tu veux dire qu'il a fallu qu'ils en vendent 600 millions pour s'en apercevoir. Voilà. Non. Alors. Et donc les nouveaux. Il y a une formidable vidéo illustrative on va passer en même temps que tu vas nous expliquer déjà comment ça marche ce système. Le look est très sympa. Alors ils nous ont dit qu'ils avaient regardé dans plein d'oreilles pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire la forme. Sale. Bon courage. Bien joué Johnny Ive. Donc une forme un peu rétro, en même temps futuriste. Une sorte d'œuf, on va dire. Donc ça tient mieux dans les oreilles. Et le son, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment là, on arrive à c'est des bons écouteurs. Ils sont vendus 29 € ou alors fournis avec l'iPhone ou un iPod. Pour moi, ça équivaut à des écouteurs qui sont dans les 50 €, on va dire. Donc c'est un bon choix. Les aigus c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, on arrive à quelque chose de bonne qualité. C'est pas, voilà, si vous aimez la musique et vous voulez vraiment en profiter, il faudra quand même investir. Mais honnêtement, en appoint et au quotidien pour 2-3 trucs, ça marche bien. Ouais, même si il y a encore de très bons cas sur le marché qui vont beaucoup mieux. On avance parce que juste pour conclure sur la comparaison peut-être iPhone Galaxy S2 avec Galaxy S3 avec Cédric, quelle est la fonction originale que tu as trouvé très originale dans le Samsung et qui manquerait aujourd'hui? Vas-y, si tu trouves pas, je te mettrai sur la voie. Le NFC, la recharge sans fil. C'est tout. L'écran super sensitive. Ouais, mais bon. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il regarde les yeux à l'utilisateur. C'est très original, ça, sur le Samsung. Super utile. Non, alors, non, c'est vrai. Vous rigolez, non, mais c'est vrai. Sur le papier. Ça sert. Oui, absolument. Arrêtez. Sur le papier, les trucs qui manquent dans l'iPhone 5, c'est la recharge sans fil et le NFC. À l'usage, la bonne surprise du S3, c'est ça. C'est ce système qui vérifie qu'il y a un visage devant l'écran. Et c'est ce que j'utilise. Pour éviter de mettre l'écran en veille. C'est bête, mais c'est pas mal finalement. C'est la vraie trouvaille. Et comme il illustre la vidéo, si vous endormez, il s'éteint. Voilà. C'est pas pour ça que ça manque forcément à l'iPhone. Non, mais c'est original. Ça montre qu'on peut innover. Moi je suis le reproche, c'est pour ça, c'est ça, le papier de Wired qui dit The iPhone 5 is boring and amazing, c'est ça, c'est un sublime téléphone qui est un peu chiant, quoi, parce que voilà, on attendait mieux, on attendait un truc. En gros, moi ce que j'attendais, parce qu'évidemment les gens sur Twitter me disent alors tu vas reprendre un iPhone. Non, il est irrécupérable, Cédric, c'est fini. Si, moi je suis tout à fait récupérable, mais il manque quand même dans l'iPhone 5 le truc où je me serais dit en sortant de la présentation avec Florence, où je me serais dit ah bah voilà, non mais ça il me le faut. Wow. Ah bah voilà, ça c'est, il y a ce truc indiscutable qui fait que voilà, il n'y a pas de comparaison possible, il me faut ce téléphone là parce qu'il y a la fonction qui fait que ma vie de demain va changer. Ça aurait été le NFC ? Non, pas nécessairement, mais par contre ça me manquera vraiment parce que aujourd'hui je fais le transfert NFC d'un device à l'autre, d'une tablette à ça, etc., etc. Quand il manque un truc chez les autres, on se dit bon, allez, c'est pas dans ce modèle-là, on en reparle dans 6 mois. Quand il manque un truc dans l'iPhone, on se dit flûte, on est planté pendant un an sans cette fonction-là. Voilà. Mais Cédric, je suis quand même super étonné. Je suis quand même super étonné de ce que tu dis. Bon, je suis plus ou moins d'accord avec toi sur le NFC, plus ou moins d'accord avec toi sur la recharge par induction. Mais là, devant moi ce soir, j'ai 1, 2, 3, 4 journalistes et puis Rodrigo qui est mieux qu'un journaliste. Bah ouais. Et personne ne parle. Et personne ne parle en termes de 4G d'absence de cette fonctionnalité au moins dans certains pays. Et excusez-moi, pour la France. Mais le S3 est pas plus 4G. Hein. La comparaison maintenant se faisait essentiellement entre le Galaxy S3 et effectivement Florence et l'iPhone 5.
Le Galaxy S3 dans sa version de base, telle qu'on l'a eu en Europe, il n'est pas 4G. Il n'est 4G pour l'instant que pour un certain modèle qui est aux États-Unis. Bref, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Apple, Monsieur X, le fait qu'il ne soit pas 4G? Comment expliquer concrètement qu'il ne le soit pas aujourd'hui? Est-ce qu'on peut leur reprocher? Oui. Moi, je trouve personnellement, en tant qu'utilisateur, que c'est une vraie question ouverte. Pourquoi? Parce que quand vous avez eu dans votre vie la chance de tester une connexion 4G, je peux vous garantir que vous avez envie d'en avoir toute la journée. Et ça n'a rien à voir avec la fibre, Rodrigo. Rien à voir avec la fibre. Parce que là, tu as une connexion qui est plus rapide que la DSL chez toi, partout, tout le temps, en vrai. Et ça, c'est un vrai plus en termes d'innovation. Alors évidemment, c'est, pour répondre à la question d'Olivier, à l'intersection des opérateurs et d'Apple. Mais sur on va dire les 4-5 marchés les plus importants pour Apple dans la France, on aurait pu espérer que ça soit un petit peu mieux synchronisé. Ou en tous les cas qu'Apple soit très très clair sur est-ce qu'il sera upgradable pour la 4G en termes logiciels ou en termes de composants, et qu'ils le disent clairement. Et moi, ça me gêne un peu, c'est un peu le caillou dans la chaussure. Alors, ma question est plus perfide, Monsieur X. Est-ce que du temps où Apple était un peu plus décentralisé et écoutait un peu plus ses filiales, ce genre de couac ne se serait pas arrivé, quoi. En clair, la filiale française a dit arrêtez, il faut que la fréquence de la 4G en France, c'est celle-là, c'est pas celle des États-Unis. Non, je pense que sur des fonctionnalités comme ça qui dépendent d'un écosystème qui lui-même ne dépend pas d'Apple, je pense que les filiales, même du temps où elles étaient écoutées, auraient pu crier, le produit aurait été sorti quand même. Souvenez-vous que le premier iPhone était Edge. Voilà, maintenant on attend cet iPhone 5 depuis tellement longtemps que cette question qui me paraît quand même fondamentale, parce que l'iPhone c'est un téléphone, je le rappelle, puis il permet aussi de faire de l'internet, et on n'a pas de réponse claire, et moi c'est un petit goût amer, quoi. Voilà. Et Apple est un peu, je dirais, coutumier du fait. Le premier iPhone était 2G alors que tout le monde était déjà passé à la 3G, etc. etc. Pour moi, ils ne sont pas à la hauteur de ce qui devrait être là, c'est-à-dire vraiment un leader technologique et d'usage. Sur la 4G, non, oui, moi c'est vrai que je l'attends beaucoup. Après, je pense que vu ce qu'on entend, ça va pas être déployé. Peut-être que le prochain iPhone arrivera avant l'arrivée complète de la 4G. Donc je crois que le iPhone 5 fait H+, chez certains opérateurs, et donc je me contenterai de ça en attendant. Parce que le faisait pas l'iPhone 4S. Après, on n'a pas beaucoup parlé. Moi, je trouve c'est un peu dommage parce qu'on parle beaucoup du Galaxy S3 de Samsung qui est très bien. On parle peu du Lumia 920 et 820 qui ont été annoncés. Et franchement, c'était dans mes coups de cœur, mais je vais revenir juste vite fait là-dessus. C'est quand même un produit. Déjà, alors a priori, j'ai encore un doute, mais l'écran serait mieux que le Retina avec 332 pixels par pouce. L'appareil photo aurait 5 fois plus de lumière, même sans flash. Il y a la charge sans fil, il y a le NFC, il y a une batterie de 200 mAh. Il y a beaucoup de choses qui manquent à l'iPhone. Il y aura 5 couleurs et il y a un design plutôt sympa. Il y a un truc moi qui me fait kiffer, qui est ça fait marrer tout le monde, mais l'écran tactile super sensitif où tu peux même avec tes moufles en plein hiver utiliser ton téléphone. Voilà, parce que excuse-moi, mais moi j'ai même ici en plein hiver. Tu sais que j'aime beaucoup la Suède, Cédric. Bien. Bien. Mais bon, voilà. Alors, moi, je trouve que c'est dommage. Ce produit qui va arriver. Tu en parleras dans ton coup de cœur. Tu as entre les mains l'objet du délit, l'objet qui est indispensable pour faire fonctionner un iPhone 5, c'est la puce, pas micro, mais nano SIM. C'est le nouveau format de la carte SIM adopté par l'iPhone 5, 40% plus petite qu'une carte micro SIM adoptée par l'iPhone 4. Souvenez-vous qu'à la sortie de ce dernier, il y avait une grosse pénurie et que les opérateurs avaient du mal à fournir les micro SIM. Alors les nano SIM, est-ce que ça va être partout? Quelle est la température auprès des opérateurs? Tu as eu du mal à la trouver, toi, Fanny, cette nano SIM? En fait, je sais que je vais pas avoir le iPhone tout de suite, a priori, mais on m'a dit précommande-la très vite, appelle l'opérateur. Et donc, en fait, j'ai donné un petit coup de fil sur le numéro en la pré-réservant. Et bon, a priori, comme je m'y suis pris tôt, on me l'a envoyé assez rapidement. Mais voilà. Voilà. Alors, en 2 mots, faut-il acheter, oui ou non, cet iPhone 5? Débrouillez-vous. Moi, je réponds pas à la question, c'est moi qui pose la question. Monsieur X. Alors moi, ma réponse, elle est oui. Mais rappelez-vous que je suis totalement subjectif, donc, mais c'est un oui, et je le fais avec plaisir parce que je ne l'ai pas eu beaucoup de temps entre les mains, mais j'en ai approché un, il me fait vraiment envie. Et puis, il me fait envie parce qu'il a des petits plus auxquels je suis sensible, notamment le meilleur appareil photo, le plus grand écran, et puis la qualité sensorielle et le toucher de ce produit, donc ça va me faire bien plaisir. Il aurait eu la 4G, j'en aurais acheté 3.
Non. Cédric, à ton avis, faut-il acheter un iPhone 5 ? On peut, voilà. Il manque normalement, passer de l'un à l'autre, c'est un no-brainer comme on dit. Attendez, c'est clair, l'état de l'art il est là et voilà. Et ben là c'est moins évident que les fois précédentes. Ça manque un peu de folie. Voilà, ça manque un peu de folie. manque pas de folie, même de folie très raisonnée, mais voilà, comme dit The Economist, l'iPhone 5 sur 10. Rodrigo, ton avis ? Tu nous as dit non, toi tu restes sur le 4S, sur le 4. Si vous avez un iPhone 3 ou 3GS ou un Samsung Galaxy 2, celui que vous voulez ou un Lumia que vous voulez, ouais, bien sûr, bien sûr. Faut changer. Bah oui, faut l'acheter. Ouais. Si vous avez un iPhone 4 et 4S et que vous n'avez pas de points avec Orange pour le changer, si en plus vous n'avez pas d'argent, il ne faut pas l'acheter. Non. Ça apporte il a fait rien. beaucoup d'études, vous savez, Rodrigo, pour arriver à la conclusion. La photo bof, la batterie bof, le plus grand bof, l'écran bof, non. En revanche, si vous avez un 4 ou un 4S et que vous avez téléphoné comme un cochon et que vous avez plein de points chez votre opérateur, donc du coup il vous coûte rien, bah ouais, bien sûr, faut changer. Fanny, vite fait, et après on conclura avec Florence. Vite fait, moi je vais dire que ça dépend de ce que vous aimez comme téléphone parce que maintenant il y a des vrais concurrents au iPhone. Voilà, il y a des vrais produits avec des OS différents, mais techniquement qui sont à la hauteur. Donc voilà. Après, oui, comme Rodrigo, comme j'ai eu beaucoup de points, je pense que je le prendrai. Florence, pour conclure. Pour l'avoir eu entre les mains, moi, on me propose de le changer, je le change, clairement. Si on a un 4S, honnêtement, ça vaut pas vraiment le coup. Faut vraiment avoir un petit peu d'argent en trop à dépenser. Sinon, la différence c'est pas nécessaire. Pour tout le reste en dessous, 3GS, etc. Oui, foncez parce que la finition c'est juste magnifique. Et en plus, voilà, effectivement, il est pas révolutionnaire, mais au moins il est rassurant. Et on sait que ça va bien fonctionner. La iOS 6, il est vraiment très très bien fait. Le système d'exploitation, la finition de l'appareil, c'est magnifique. Ça vous intéresse peut-être que ce que je vais faire, moi de mon côté, peut-être ça ne vous intéresse pas, mais moi je vais rester à l'iPhone 4S. Tu vas tenir 2 mois. Tu vas retourner à Ajaccio. Les gens autour de toi vont dire quoi ? Mais tu as un 4S ? Tu n'as pas le 5. Et tu vas aller à un App Store à Ajaccio à Noël et tu vas en acheter 2. Un pour toi et un pour ta mère. Voilà. Non mais le pire en plus c'est que c'est les gens à la plage qui vont lui dire mais tu n'as pas le 5. Il arrive Olivier, sérieusement. Et alors qu'à la plage il n'y a pas de réseau donc si tu veux. Allez messieurs dames, on est en retard, on passe à vos coups de cœur. Allez, coup de cœur, on commence tout de suite par Cédric parce que c'est le plus pressé ce soir. Parce que je suis très à la bourre, j'ai une interview à faire. Mon coup de cœur de la semaine, j'en ai 2. Il y en a un, c'est de la provocation gratuite. C'est une appli que j'ai découvert, mais c'est uniquement sur Android, donc c'est un peu triste, qui s'appelle AirDroid. C'est une appli qui permet, à partir de son navigateur, de prendre le contrôle de son smartphone. Ton smartphone est connecté sur le Wi-Fi, ton Mac, par exemple, ton MacBook aussi. Et bah, d'un coup, dans la fenêtre de ton navigateur, de manière hyper simple, pas besoin de s'inscrire de rien, tu as un contrôle complet de ton téléphone, où par exemple, tu peux lire des SMS, envoyer des SMS et les taper sur le clavier de ton MacBook. Elle est pas belle la vie, gérer tes applis, draguer, dropper tes fichiers et tout. Formidable, désolé que ça ne puisse pas marcher sur iPhone. Un second coup de cœur. Vimeo, le site de vidéo en ligne, qui lance là ce week-end un système de monétisation des vidéos. Jusque là, si tu fais des chouettes vidéos comme on refait le Mac et que tu les mets sur Dailymotion et YouTube, et que tu gagnes pas un rond, tu vas gagner, tu vois, c'est un peu mon pauvre monsieur, mais vous faites que 50 000 vues par semaine, ça suffit pas, monsieur. C'est ça, tu vas faire des pouillèmes de centimes, donc bon. Et ben dans Vimeo, ils viennent d'inventer 2 systèmes de monétisation. Une tip jar qui permet, imagine, tu regardes une vidéo, tu dis vraiment, qu'est-ce qu'ils ont bien bossé. C'était vraiment vachement intéressant. C'est tellement pertinent, tiens, je lui donne 100 €. Voilà. ou même juste 200 €. Allez, 1 €, 2 €, vraiment, qu'ils aillent boire une bière à ma santé. Bah ouais. Enfin, à 2 €. Parce que Rodrigo, il est plutôt radin en ce moment, vraiment pas cher, mais voilà. Et puis c'est aussi un système de VOD à l'envers où toi, auteur, tu dis, moi la vidéo que je viens de mettre, elle est vachement bien, et ben il faudra payer 5 € pour la regarder. Un système de monétisation assez simple, c'est bête, hein, c'est simple, mais ça n'existait pas vraiment dans le même format ailleurs. Voilà. C'est formidable et on va essayer. Voilà. Merci Cédric, on te retrouve samedi sur LCI, hein, c'est bien ça Cédric. Et bien sûr, dans Plein Écran, on parlera des startups du camping à la Bourse à Paris. Allez, à bientôt. Grosse bise Cédric. Ciao. Bon retour. Autre coup de cœur pour ce soir, on va demander à Monsieur X, quel est ton coup de cœur ce soir ?
Alors moi, mon coup de cœur, c'est une application pour iPhone et iPad, mais c'est l'édition... C'est pas vrai. Ouais, iPad, moi, qui m'a vraiment séduite, et ça s'appelle... J'essaye de pas me marrer, iTouch, donc ça n'a rien de sale ni même de sexuel. Ça Non, c'est s'écrit, pas ça possible. s'appelle iTouch, et ça s'écrit ITOOCH. Ah bon, Et c'est comme mieux. son nom ne l'indique pas, c'est Ne un l'indique pas. éditeur français et qui fait cette appli en français et en anglais. C'est quoi? Bah, c'est du soutien scolaire, mais très très marrant, Oui. très très ludique et gratuit, au moins dans les Faut versions dire de base qu'ils pour ont les de langue, enfants. Bon voilà. Alors moi je suis comme tous les parents, de temps en temps l'été je culpabilise et j'achète des cahiers de vacances à mes filles qui soit les cachent, soit les découpent avec un ciseau, soit me les renvoient à la figure. Ça les brûle. Et bah avec iTouch, parce que c'est sur iPad et que c'est très bien fait, c'est très ludique. Sans s'apercevoir, et elles ont fait 2-3 trucs et elles se sont bien marrées. Donc allez les essayer, il y a les versions gratuites, ça mange pas de pain. Et puis si vous êtes convaincu, upgrader aux versions payantes, c'est une belle initiative. Alors Fanny, ton coup de cœur ce soir, on en a déjà découvert un avec le Nokia. Quel est Voilà, donc je le vais pas revenir second dessus. Mon second, c'est Rayman Jungle Run. J'en ai parlé vite fait la semaine dernière. C'est Ubisoft qui sort son premier jeu adapté aux tablettes et aux iPhone. D'ailleurs, ça marche aussi sous Android. On vous mettra une petite vidéo, mais c'est le premier jeu où tu peux enfin. Alors, tu as une seule action, donc tu joues avec un seul doigt et tu peux soit sauter, soit voler, soit courir, etc. Et il est super beau, super bien fait, super bien adapté. Et voilà. Et il ne coûte que 2,99 €. Il est disponible depuis le 17 septembre. Même le prix vous fera rire, comme dirait Cédric. Avant de terminer par le roi des coups de cœur, à savoir Rodrigo, un petit mot avec Florence. Quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule ce soir? Alors moi c'est un coup de cœur, c'est un clavier qui est fait en bois et donc c'est de l'érable, c'est aussi du bois pur et en plus c'est fabriqué en France. C'est fabriqué dans le Languedoc-Roussillon, ouais, c'est assez sympa comme initiative. Ça va plaire à Monsieur X. Voilà, faut aller sur oredesign.com. oreedesign.com et vous allez On voir verra ça. ça en image. Le petit souci, c'est le prix, 125 €. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Là, petit coup de gueule. Il est sans fil, là, rassure-moi. C'est du Bluetooth, donc il va falloir mettre quelques piles. Hein. Bon, d'accord. Donc, et c'est français. Et c'est purement français, ouais. Bah, Donc, tu sais accessoirement si ça marche sur Mac, parce que c'est que sur PC. Ouais. Ça marche, c'est Bluetooth, donc c'est compatible Mac, tablette, enfin ce que vous voulez. Voilà. Bien, merci Florence. Et Rodrigo, quels sont, allez, tes coups de cœur? On est à 1h10 d'émission, on n'est plus à un quart d'heure près, vas-y. C'est l'horreur. Moi, j'ai décidé cette semaine, sur le Rodrigo Show, Ça fait longtemps. @Rodrigo sur Twitter. Vous vous souvenez, il faut qu'on dépasse, on inverse le ratio follower et nombre de tweets. De vous faire gagner du temps. J'ai que des coups de cœur pour vous faire gagner du temps. Vas-y, dépêche-toi parce que là on en perd. Allez. Mais arrête. Donc, est-ce que vous connaissez la lettre hebdomadaire? Parfois, elle arrive plus souvent, parfois un peu moins souvent, qui s'appelle Merci Alfred. Non. Vous connaissez pas Merci Alfred? Non. Eh ben, il faut vous abonner à Merci Alfred. C'est tous les bons plans. C'est essentiellement parisien, mais c'est tous les bons plans pour les mecs qui n'ont pas d'idée. Donc des mecs comme moi qui se disent où est-ce que je vais aller glander ce week-end? Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Où est-ce que je trouve le meilleur cireur pour glacer mes pompes? Où est-ce que je trouve le meilleur barbier pour me tailler la barbe? Merci Alfred, c'est absolument top. Non, c'est vachement bien fait. Et comme dit Alfred, c'est pas vendu, il touche pas un centime pour chacun des bons plans. Et je vous le dis parce que Merci Alfred, ça y est, a sorti son appli sur iPhone. Ah, bien. Donc vous avez les notifications. Ouais, très bien. Merci Alfred, ça vous fait gagner du temps pour devenir plus smart dans ce que vous faites à Paris. Très très bien. Bien. Deuxième. Premier coup de cœur. Il y en a combien des coups de cœur, ça, Rodrigo? Je m'inquiète. J'en ai 4 aujourd'hui. Oh là là, allez, vas-y vite. Alors, je sais pas si vous avez la chance énorme de suivre Olivier Frigara, mais parfois il se lâche sur Path. Vous savez, cette appli dont on a parlé il y a longtemps. Et il vous balance 4, 5, 6, 7 photos de bouteilles qu'il est en train de se descendre. Et au bout d'un moment, moi, j'en peux plus. J'ai mal au doigt de descendre la photo et je me dis, mais qu'est-ce que ça serait bien s'il m'avait fait un collage. Comme ça, je n'aurais vu qu'une seule photo à la fois. Bah oui, j'ai que ça à faire. Cher Olivier, j'ai la réponse à ton problème. Heureusement, elle est arrivée.
tu as besoin de communiquer avec ton audience. Ouais, j'ai besoin de communiquer. Hein, c'est le moment. Pardon. Alors, Tu veux poster une seule photo qui regroupe toutes les photos que tu es en train de prendre. Et ça s'appelle Mixel. Trop bien. Mixel.cc. C'est super. Et ça marche avec tout. Normal, Photoroll, tout ça, ça marche avec tout. C'est super. Deuxième coup de cœur. On passe au troisième, Rodrigo. On passe au troisième coup de cœur. Ha! Bon. Est-ce que vous avez déjà pris une photo de votre chérie, de votre chat, de votre femme ou de votre belle-mère? Enfin, moi, ma chérie, ça fait un moment. Hein. Et vous... et vous dites, cette photo-là. Mais bon, on peut rigoler. Qu'est-ce que ça serait chouette si je la prends, elle est top cette photo, et je pouvais l'imprimer tout de suite à travers quelqu'un qui va me l'imprimer sur un beau papier, m'en faire une photo carrée comme ça, et l'envoyer par la poste dans une jolie enveloppe de couleur. Ça serait bien, non? Oui, c'est un service de photo en ligne. Depuis l'iPhone. Ah bah oui. Et là, c'est séquence émotion, c'est la séquence copinage. C'est mon pote François Blum. je me doutais bien. Avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps, dans la décennie dernière, sur une boîte qui s'appelait Gloria. On faisait déjà de l'envoi par la poste, ensemble. Et donc ça s'appelle Polagramme. On s'en souvient. Le lait Gloria, très bien. Oui, bref. Oui, je crois que j'ai travaillé avec une certaine Fanny Bouton au même moment. Oui, allez, on enchaîne. Et donc François vient de lancer cette semaine Polagramme. Et Polagramme, ça permet de prendre des photos et d'en imprimer jusqu'à 12 pour 3,99 €, pas cher. Et de les imprimer, et c'est vachement bien. Non, c'est super, c'est très très chouette. Aïe. Bah non, il me reste la quatrième. Mince. Bon, alors si vous êtes, encore une fois, Olivier Frigara, ah ben non. et que vous emménagez avec une petite dans un nouvel appartement, et que vous ne savez pas comment visualiser, conceptualiser la taille du canapé contre le mur, et vous dites « Oh, si je pouvais prendre dans le catalogue ce canapé, en faire un objet virtuel, le mettre contre le mur et voir par rapport à mon mur comment ce canapé se mettrait bien », je dis « La réalité augmentée, c'est trop bien ». Eh bien c'est français, monsieur. Et vu que c'est français, parti, monsieur. On va le défleurer. C'est une des 12 boîtes du camping. Ça s'appelle Augmente. Et c'est vraiment super bien fait. La techno est top. Ça permet de superposer pour les marchands des objets physiques dans votre entourage. C'est vachement bien fait. C'est super. Merci Rodrigo. Alors moi, très vite, parce que là, on a dépassé les records en termes de durée de cette émission. Mon coup de cœur, moi j'adore les casques audio. Alors voici un nouveau. Alors c'est une petite boîte européenne qui fait ça. Elle n'est pas très connue. Ça s'appelle Nox, c'est suédois. Le modèle c'est le NS 700 phase. Alors je le sors. Il est assez banal en termes de présentation. Regardez, il paye pas de mine, mais j'aime beaucoup le design en fait parce qu'il est super bien fini. Il faut le toucher. Hein. C'est une matière mat. Il est hyper isolant. Il a une super qualité de son. Et surtout, ils font des super produits pas trop chers. C'est ça que j'apprécie chez eux. Et puis, ils y vont pas 2 tonnes sur le mégabass que j'apprécie assez. Donc, ça s'appelle le Nox NS 700 phaser et ça coûte autour des $100. C'est pas encore très bien distribué en France, mais ça le mériterait d'être plus. Voilà. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé sans me tromper à ce 101e ou 112e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Rodrigo sur Twitter, @Rodrigo, Monsieur X sur Twitter, @TrueMrX. Fanny, quand est-ce que c'est la prochaine Fanny Party, Fanny? C'est mardi prochain, le 25 septembre, et vous pourrez voir du iPhone 5 et du Lumia 920 en exclu. Donc venez voir pour comparer. On pourra faire le face-à-face live. Ouais. Très bien. Et vous retrouvez Florence tous les jours, ou presque, dans le quotidien Métro, et bien sûr sur son Twitter qu'on a diffuse au bas de l'écran. Merci Fanny d'être venue nous voir. Tu reviendras, hein, rassure-nous, tu n'as pas eu trop peur? Ah non, ça va. Elle s'appelle pas Fanny, Je en fait. Je m'appelle pas Fanny, c'est pour ça. Je t'ai dit Fanny, Ouais. Florence, excuse-moi. Je fatigue, si tu veux, Fanny. Voilà, Fanny m'envoie tellement d'enthousiasme, donc tu reviendras nous voir, Florence. Avec plaisir. Bon, voilà. Et c'était juste l'épisode 111, Olivier, mais c'est un détail. Voilà, mais je fatigue, hein, mais c'est la crève. Donc là, je vais aller Et pourtant, il n'y a pas de décolleté cette semaine, Olivier. Non, mais c'était bien la semaine dernière. Et malheureusement, on n'a pas de caméra motorisée, on ne peut pas zoomer, donc ce sera pour une autre fois. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine.